de la non-existence des dinosaures. Les dinosaures, encore un dogme de la science qui amuse petits et grands. Pourquoi un dogme ? Car comme pour toutes les inventions de la science moderne, il est impossible de remettre officiellement en question l'existence de ces grandes créatures qui ont parcouru notre Terre il y a, paraît-il, 240 millions d'années. Comment ça, remettre en question le T-Rex, le sympathique brontosaure ? Pourtant, ils sont tous présents dans les livres d'école, juste après la photo d'une Terre bien sphérique. Une photo vraiment ? Mais c'est un autre sujet qui sera traité sous peu. Cependant, le chercheur sceptique et curieux trouvera quelques coïncidences qui relèvent plus de la fourberie et de la manipulation que du heureux hasard. Récapitulons. En 1842, Sir Richard Owen de la Royal Society, prestigieuse académie des sciences de Londres, définit de manière complètement extrapolée l'existence, il y a des centaines de millions d'années, de grands sauriens reptiles qu'il nomma dinosaurs, qui, traduit du grec, signifie « terrible reptile ». Et ceci sans aucun indice ou fifrelin de preuve. Car en effet, en 1842, aucun fossile ou indice n'avait jamais été retrouvé par qui que ce soit sur Terre. Il y avait bien de grandes dents trouvées par Gideon Mantell en 1822, mais la communauté scientifique estimait qu'elles avaient appartenu à des rhinocéros, tandis que Gideon, lui, décida qu'elles avaient dû appartenir à un iguane, mais 20 fois plus grand que la normale. Comme pour les dinosaures, on ne peut inventer un animal inconnu et définir sa taille, son apparence et son poids seulement à partir d'une seule dent. Sir Richard Owen estimait qu'il était plus que logique que ces créatures eussent existé. Fait remarquable, toute la communauté scientifique occidentale de cette époque accepta cette idée dans son ensemble. La première preuve ne fut découverte que 12 ans plus tard, en 1854, par Ferdinand van de Veer Heyden. Quelques dents non attribuables à des animaux connus. Ce qui en soi représente un miracle. D'abord, on extrapole sans aucun indice ou preuve l'existence de ces créatures. Puis, une fois l'idée acceptée, on trouve par hasard une preuve, alors que jamais auparavant, aucune population, groupe indigène ou autre, n'avait jamais trouvé un os, une dent géante ou un fossile qui aurait pu prouver l'existence de ces grandes créatures. Les coïncidences ne font que commencer, car cette période est tout à fait remarquable quant aux découvertes majeures de la science. Jugez plutôt. En 1781, un dénommé Erasmus Darwin élabore la théorie de l'évolution. Oui, parce que malgré ce qu'affirme la science, cela ne reste qu'une hypothèse transformée en dogme. Elle n'est toujours pas prouvée. Les élites dirigeantes durent alors estimer que le peuple n'était pas encore prêt à accepter cette théorie qui détruisait le mysticisme du créationnisme chrétien largement accepté à cette époque. C'est le petit-fils d'Erasmus, Charles Darwin, qui, en 1859, plus de 87 ans après, publia la thèse de son grand-père, révisée et augmentée, soit quelques années après la découverte de preuves de l'existence des dinosaures. La société s'enflammait pour ces grandes créatures et la théorie de l'évolution s'imposa tout naturellement, en cela aidée par une manipulation médiatique. Autre fait troublant, et qui aida à accepter la théorie de l'évolution, c'est qu'en 1856, donc en plein boom dinosaurien, et 3 ans seulement avant la publication de la théorie de Darwin, que l'on trouva par hasard dans la grotte de Feldhofer, en Allemagne, des ossements et un fragment de crâne qui servirent de preuve pour attester de l'existence de l'homme préhistorique. Le plus beau, la grotte de Feldhofer est située dans la vallée de Néandertal, qui signifie littéralement « vallée de l'homme nouveau ». C'est beau quand même toutes ces coïncidences. Oui, car en moins de 20 ans, 3 découvertes majeures de l'histoire de l'homme et de la Terre virent le jour. Tout d'abord, l'extrapolation puis la découverte des dinosaures. Ensuite, la découverte et la supputation de l'homme préhistorique. Puis la théorie de l'évolution qui vient appuyer ces découvertes. Ce qui est tout à fait remarquable du point de vue du timing. La théorie qui vient expliquer les récentes découvertes, ou plutôt inventions, car en archéologie on utilise le terme d'inventeur pour parler de celui qui découvre. Mais revenons aux dinosaures. Aucune tribu ou population de notre Terre n'a jamais retrouvé un seul os ou fossile de ces créatures avant la fin du XIXe siècle. Ni les Indiens d'Amérique, ni aucune tribu d'Afrique n'a jamais fait mention d'ossements d'une taille anormale. Mais dès que Richard Owen eut inventé leur existence, les découvertes de fossiles, ossements divers et dents commencèrent à apparaître partout dans le monde, sur tous les continents en seulement quelques années. Ces endroits avaient pourtant été habités pendant des siècles, voire des millénaires, mais personne n'en avait jamais trouvé un seul. Alors commença une véritable chasse au trésor pour trouver ces merveilleux fossiles. Cela fut digne des chercheurs de pétrole ou d'or qui creusaient un peu partout au hasard. Mais contrairement à ceux-ci, les chasseurs de dinosaures eurent une chance
incroyable et il semble que partout où l'on cherchait, on trouvait. Des dizaines de milliers de fossiles et restes furent retrouvés en quelques années. Une véritable course acharnée se tint entre chasseurs de fossiles au nord du continent américain entre 1870 et 1880. Des aventures dignes des meilleurs romans virent le jour. Amitié, trahison, corruption, vol, assassinat. Les deux plus grands rivaux de cette chasse furent Edward Cope et Othniel Marsh. Ce dernier assuma la découverte de plus de 500 espèces d'animaux inconnus, dont 80 espèces de dinosaures. Quant à Cope, il n'en découvrit que 56. Sur les 136 dinosaures découverts par ces deux hommes, seuls 32 furent légitimés par les scientifiques de l'époque. Les 104 autres furent déclarés faux, de pathétiques falsifications fabriquées à la hâte par nos deux hommes pour prendre le pas l'un sur l'autre. Leur lutte ne finit que par leur mort, à seulement 2 ans d'écart d'ailleurs, l'un de l'autre. Un autre grand chasseur de fossiles fut l'Argentin Florentino Ameghino, qui retrouva plus de 6000 fossiles à la fin du XIXe siècle. C'est fou comme cette fin de siècle, en moins de 20 ans, des réserves entières de dizaines de milliers de fossiles refirent surface. Un autre exemple, l'américain Earl Douglas, qui en l'espace de 13 ans, entre 1909 et 1924, envoya plus de 700 000 tonnes de fossiles au Carnegie Museum. Mais cela ne s'arrêta pas là. En 1997, le docteur Louis Chappé découvrit en Patagonie plus de 1000 œufs de dinosaures fossilisés. On nous refait le coup du cimetière des éléphants, qui n'était qu'un mythe par ailleurs, admis par les scientifiques qui s'étaient emballés un peu à l'histoire de Jules Verne. Même Spielberg n'avait pas osé inventer tout ça pour son Jurassic Park. On est quand même en droit de se poser de légitimes questions quant à ces quantités de matériel retrouvés, car cela défie les lois des probabilités. Surtout quand on sait que jamais auparavant un seul homme n'avait trouvé ne fût-ce qu'un seul os. La machine marketing s'était mise en route. On retrouvera ces mêmes luttes, rivalités, chasses et coïncidences en Égypte, avec les tombeaux et les momies. Là aussi, il y a beaucoup à dire. Ce qui est fantastique, c'est que, contrairement aux manuscrits perdus qui ont une fâcheuse tendance à être découverts par des enfants jouant dans des grottes, ou des cavernes à l'art pariétal découvertes fortuitement par des spéléologues, les fossiles et os de dinosaures sont toujours mis au grand jour par des spécialistes, des paléontologues, qui justement les cherchent. Aucun ouvrier creusant le métro, une mine, un puits de pétrole ou n'importe quelle autre foreur de la Terre ne tombe dessus lors de son travail, ou alors c'est quand il est dirigé par un spécialiste et ne sert que de main-d'œuvre. Il est à noter qu'à ce jour, aucun squelette entier n'a jamais été découvert, la reconstitution des dinosaures n'étant qu'un jeu d'extrapolation des scientifiques à partir d'une dent, bout de crâne ou ossement divers, avec une grande dose de fantaisie d'ailleurs, comme pour le T-Rex. Tout d'abord dépeint se tenant droit sur ses pattes avec la queue traînant par terre, les scientifiques révisèrent leur jugement et il fut déclaré que le T-Rex se déplaçait le corps à l'horizontale. Puis, il y a quelques années, il fut analysé que notre ami, le T-Rex, ne pouvait même pas courir. Bref, le problème est le suivant. Les supputations des paléontologues peu sérieux qui inventent des animaux en constituant et non en reconstituant des puzzles squelettes géants ne résistent pas aux tests technologiques faits sur ordinateur à l'aide de modèles physiques. Le ridicule arrive à son apogée avec le brontosaure, qui n'est qu'une invention, aveu fait par les paléontologues eux-mêmes. Ce sympathique dinosaure ne fut qu'un mélange de 2 spécimens. Mais le mal était fait, tout le monde y a cru, et les médias, musées, films entretiennent ces mythes sous l'excuse de ne pas détruire les illusions des ch'tis enfants. Par contre, leur mentir ne pose pas de problème moral. D'ailleurs, on entretient beaucoup de mensonges envers les enfants, on en reparlera plus tard. Le prestigieux National Geographic, lui aussi, se fait pincer en flagrant délit de faux. Il présenta au monde entier dans un numéro spécial la preuve ultime que tout le monde attendait, le chaînon manquant entre les dinosaures et les oiseaux. Mais il s'avéra que ce n'était qu'une fabrication, mélange de plusieurs animaux, fabriqués par 2 fermiers chinois. Le National Geographic dut se rétracter dans la plus grande honte. Cela donne quand même une bonne idée du sérieux de ces grands journalistes universitaires scientifiques aux dogmes inaccessibles. Le Saint Graal qui représente le chaînon manquant entre l'homme et le singe aussi a posé de sérieux problèmes de faux. Les adhérents à cette farfelue hypothèse qu'est l'évolution singe-homme ont tellement hâte de la prouver une bonne fois pour toutes que l'on n'est pas au bout de notre amusement. Il faut savoir que tout, et j'ai bien dit, tous les os composant les squelettes de dinosaures exposés dans les musées du monde entier sont des copies en résine. Officiellement, on cache les vrais dans les sous-sols des musées afin de préserver ces précieux trésors de la lumière, de l'air et des dégâts éventuels occasionnés par des touristes béats venus admirer ces créatures qui, si elles n'étaient pas de taille gigantesque, n'intéresseraient absolument
Personne. Mais alors, qui les fabrique, me direz-vous? Eh bien, il existe un grand nombre d'artisans extrêmement habiles qui œuvrent dans le monde de manière tout à fait officielle, payés pour fabriquer des faux aussi vrais que les originaux, faisant d'eux des faussaires officiels et légitimes. Ces artisans en France, par exemple, travaillent à l'atelier de moulage du Louvre et sont passés maîtres dans l'art de la copie d'œuvres d'art et sont donc autorisés sur demande spéciale des musées à fabriquer des copies. Hors de France, la plus grande usine de copie d'os, d'œufs, de dents et autres morceaux de dinosaures est en Chine. Le cliché réducteur qui nomme les Chinois copieurs de tout ne leur rend pas justice. Il est vrai qu'ils copient énormément, mais simplement parce que le monde entier leur demande de fabriquer à peu près tout ce qui se vend dans nos magasins. Les Chinois, à force de fabriquer tout pour tout le monde, ont développé un savoir-faire hallucinant. Ils maîtrisent la fabrication de copies architecturales, comme le Sphinx par exemple, pour les besoins d'un film ou d'un documentaire, une reproduction de grandeur nature, ou des tableaux, qui se revendent ensuite comme des copies françaises aux touristes à Paris. Les Chinois possèdent actuellement des musées gigantesques abritant des milliers de dinosaures. Je pense que tout le monde fait des faux, c'est très plausible. La méthode mise au point est très simple. Des fossiles ou restes sont fabriqués, puis mis sous terre par des paléontologues peu scrupuleux, puis découverts à la grande joie de ces derniers. Comme au Japon par exemple, où ce fameux paléontologue Shinichi Fujimura, surnommé la main de Dieu, dû à l'importance de ses découvertes, pris sur le fait en train d'enfouir des fossiles. Il aura entretenu ce mensonge pendant plus de 20 ans. Si on a pu tricher sur des tombeaux, des fossiles, des momies, on peut accepter que l'on ait triché sur les dinosaures, qui sont en plus les plus difficiles à avaler. Le marché du faux dans l'art, l'histoire et l'archéologie existent depuis la fin du 19e siècle. Oui, encore cette époque, il s'est passé beaucoup de choses à la fin du 19e siècle. Et entre les dinosaures, l'homme préhistorique et les momies, tombeaux et artefacts égyptiens, ce marché est devenu plus que lucratif et très protégé. Tant qu'il y aura des gogos collectionneurs prêts à payer cher pour des restes d'une ancienne civilisation, les faussaires continueront leurs méfaits. Les dinosaures n'ont jamais existé, aucun fossile ne peut être donc découvert. Cette invention n'a servi au départ que pour commencer un mensonge sur le passé de l'homme, inventer ce qui n'existe pas, lui créer un passé, comme l'implantation de souvenirs chez les clones de Blade Runner, le film de Ridley Scott 1982. Le mensonge des dinosaures a posé les bases, l'homme préhistorique, quelques années après, l'a alimenté, puis la théorie de l'évolution l'a scellé. Remplacer le créationnisme par l'évolution a servi à réduire définitivement l'homme dans un rôle d'animal, à peine évolué. Tout est invention pour que l'homme ou qu'il regarde voit quelque chose. On a créé des animaux gigantesques pour faire rêver, qui ont laissé des restes dans la terre, un passé de singe pour rabaisser, un futur utopique basé sur le transhumanisme et un espace explorable. Comme pour les religions et mouvements spirituels, il y en a pour tous les goûts. En conclusion, les dinosaures, comme la conquête spatiale, ne sont que des inventions franc-maçonnes, entretenues par les médias et le cinéma, d'ailleurs aux mains des mêmes organisations, et qui fournissent un revenu gargantuesque aux divers pays et ou entreprises. La NASA a un budget de 51 milliards de dollars par année. Un squelette recomposé peut se vendre jusqu'à 10 millions de dollars. Ça laisse rêveur. Entre la vente directe aux musées, aux touristes, collectionneurs, retombées indirectes économiques pour des régions, produits dérivés comme les jouets, peluches, films, dessins animés, etc., cela représente plusieurs milliards par année. Il faut comprendre que pour faire accepter ces mythes fabriqués, le cinéma est un facteur très important. Des films comme Jurassic Park et ses suites n'ont fait que marteler et imposer cette fausse réalité comme une vraie dans la mémoire collective. Exactement comme les films de science-fiction comme Star Wars ou Star Trek ont imposé l'exploration spatiale. De plus, on remarquera que pour titiller l'imagination humaine, ils aiment à mettre des chiffres à plusieurs zéros. Plus il y en a, mieux c'est, plus ça fait vrai. L'homme préhistorique dont l'homme de 2019 descend, allez, on va dire que le plus proche vivait il y a 1 million d'années. Les dinosaures, disparus, mais qui ont laissé des tétramillions d'ossements et d'œufs fossilisés, allez encore mieux, disons 220 millions d'années. Le soleil lointain, mais dont on voit les rayons à travers les nuages, allez encore un nombre à 6 zéros, 150 millions de kilomètres. Je reviendrai sur les différentes méthodes de datation qui ne sont pas aussi précises que ce que les gens croient, mais alors de loin, pas précises du tout.